sur le chapitre 1, la découverte de l'atome. Commençons tout d'abord par réitérer les nombreux scientifiques qui ont participé à la création de la théorie atomique. Commençons dès le début avec Démocrite. Démocrite est un philosophe grec ayant révolutionné la science par ses théories avant-gardistes, c'est-à-dire qu'il était le premier à proposer des théories aussi spéciales pour l'époque. Démocrite est l'auteur de la théorie de l'atome et de la discontinuité de la matière. En gros, Démocrite est conclu par l'intermédiaire de quelques expériences basiques que la matière est constituée de particules infiniment petites et indivisibles. Donc, il se réfère aux atomes. Selon lui, toute la matière est constituée de petites boules indivisibles, donc qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas séparer à leur tour, et qui sont extrêmement petites, qui en grec ça se nomme atomos, qui veut dire atome. D'ailleurs, le mot atome vient de atomos. Aussi, il met en place la théorie de la discontinuité. Cette dernière définit alors la base du vide. Très important, la discontinuité. La matière n'est alors pas continue et chaque atome serait alors séparé par du vide. Enfin, il pense que certains éléments ont des propriétés différentes en vue de la répartition inégale de la matière. En gros, si on devait résumer, Démocrite, lui, il pense que la matière est faite donc d'éléments extrêmement petits et indivisibles, les atomes. Il pense à la théorie de la discontinuité. Donc la discontinuité, pour faire simple, c'est la théorie prouvant le vide. C'est-à-dire que si vous zoomez, entre guillemets, extrêmement fort sur la matière, vous serez en mesure de voir les atomes et donc de constater qu'il y a du vide dans l'atome. C'est-à-dire que l'atome n'est pas comblé de matière. Et c'est une théorie très avant-gardiste, allant en contradiction avec plusieurs autres philosophes dans la même ère. On verra ça plus tard. Enfin, il élabore une première théorie concernant les différentes propriétés qu'auraient certains éléments de la matière en vue de la répartition inégale de la matière. Donc voilà un petit modèle très peu élaboré d'atomes à cette époque. Par la suite, un peu plus tard, une centaine d'années plus tard, on a Aristote. Aristote est un philosophe lui aussi grec très célèbre pour ses recherches dans la philosophie. Mais il faut aussi savoir qu'il avait aussi certaines théories s'apparentant à la science. Aristote, il était complètement contre ce que disait Démocrite. Déjà, il pensait que la théorie de la discontinuité, qu'elle ne fonctionnait pas. Et lui, il était plutôt du côté de la théorie de la continuité, comme quoi la matière serait faite entièrement de matière. Il pensait aussi que la matière était faite de 4 éléments, d'eau, de feu, de terre et d'air. Il pense qu'il n'y a pas de vide, donc il est pour la continuité, et que la matière est divisible jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est le portrait d'Aristote. Par la suite, Dalton, un scientifique beaucoup plus proche de notre ère, qui est extrêmement important lui aussi. Il est le père de la théorie atomique, très important. Donc lui, plusieurs siècles plus tard, un homme nommé John Dalton réussira à démontrer la théorie de Démocrite. Donc Démocrite avait en partie raison. Donc il découvre que la matière est faite de particules extrêmement petites, indivisibles, donc il ne peut pas se diviser, nommées atomes. Il le modélise par des sphères. Tous les atomes de même élément sont identiques, mais différents des autres. Donc, en gros, il y a plusieurs catégories d'éléments d'atomes. Et ce qui s'avère plus tard, parce que maintenant, on a le tableau périodique de Mendeleïev. Enfin, il prouve que les atomes d'éléments différents peuvent se combiner pour former, tout en gardant certaines proportions, des composés. Cet amalgame de propriétés différentes des éléments le constituant. Ce dernier a découvert énormément de choses
Thomson. Thomson, lui, c'est un scientifique qui arrive encore un peu plus tard. Il découvre l'électron à l'aide du tube à rayonnement cathodique, expérience qu'on va voir juste après. Il propose ici le modèle plum pudding ou pain au raisin. Ce dernier est composé de sphères positives pleines qui contiennent des particules négatives plus petites appelées électrons à sa surface. L'atome est donc neutre car il a des charges positives et négatives. En gros, pour résumer, selon Thomson, il prend le modèle de Dalton et il ajoute la notion d'électron. Okay? Donc, selon lui, l'atome serait alors une sphère positive sur laquelle il y a des petits électrons négatifs, d'où le pain au raisin, parce que ça ressemble un peu à un cookie. Et ça permet d'expliquer notamment les phénomènes électriques parce qu'il y a des charges maintenant. L'atome est ainsi neutre puisqu'il contient autant de parties positives que négatives. Et il y a des échanges avec des électrons. Donc maintenant, voyons l'expérience de Thomson qui est très importante elle aussi. Durant l'expérience de Thomson, il utilise un tube fermé appelé tube cathodique dans lequel il fait le vide. C'est-à-dire qu'il va créer un vide dans le tube cathodique. Par la suite, le site contient deux électrodes, la cathode, électrode négative, et l'anode, électrode positive. Donc, représenté ici. Ensuite, il fait passer un courant électrique qui circule dans les électrodes et un faisceau, pas de lumière, mais un faisceau tout court, semble provenir de la cathode, comme illustré ici. Ensuite, ce dernier il décide de le faire passer au travers d'une plaque électrique et il voit que le faisceau bifurque vers le côté positif. La lumière, elle, normalement, n'a pas de charge. Donc, elle n'est pas censée bifurquer, elle est censée passer tout droit. Donc, ça prouve que ce n'est pas de la lumière, mais bien de la matière. Il va aussi faire passer ce faisceau au travers une roue et il verra que la roue va commencer à tourner, ce qui prouve qu'il y a une faible masse, donc prouvant que ce n'est pas de la lumière, mais bien des électrons. Donc, matière chargée négativement. Donc voici un petit tableau que vous pouvez bien vous utiliser pour qui décrit les observations et les interprétations de Monsieur Thomson. Donc les rayons sont constitués de particules émises par la cathode. Les particules se détachent de l'atome, donc l'atome est divisible. Les rayons sont identiques, peu importe le métal utilisé. Les rayons sont constitués de particules communes à tous les éléments. Et enfin, les rayons sont attirés par la borne positive d'un champ électrique. Donc les rayons sont constitués de particules chargées négativement qu'on appelle électrons. Donc, je vous conseille de peut-être le prendre en photo, c'est quand même un bon tableau. Bon, là, arrivons au modèle de Rutherford, commençant à se rapprocher d'un peu notre modèle à nous. Donc, ce dernier voulait obtenir des informations sur l'emplacement des électrons dans un atome. Pour ce faire, il réalise une expérience en bombardant une feuille d'or avec un faisceau de rayons alpha. Rayons alpha, c'est des rayons radioactifs. Ce dernier est aussi l'auteur du modèle planétaire, mais aussi appelé le modèle Rutherford. Enfin, Il découvre, petite erreur, il découvre les particules alpha et donc A et bêta B. Il découvre l'existence du proton positif dans le noyau. Il mènera aussi beaucoup d'études sur les rayons bêta et alpha. Donc, résumons un peu la matière. Donc, Rutherford, est un scientifique qui décide de mener des recherches, à vouloir chercher comment l'atome était disposé. Est-ce que les électrons étaient bien en train de graviter autour et que le noyau était bien au centre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre une feuille d'or, une mince feuille d'or, et de les bombarder avec des rayons alpha et bêta. Il faut savoir que les rayons alpha et bêta, c'est des rayons radioactifs extrêmement énergétiques. L'alpha est positif et le rayon bêta est en quelque sorte négatif. En tout cas, pour notre étude à nous. Il sert à faire passer les rayons alpha et bêta au travers de la feuille d'or. Il va remarquer que les rayons vont être parfois, pour la majorité, passés parfaitement au travers, mais certains vont être déviés. Donc là, à partir de là, il va se poser plusieurs questions. Donc il va déjà se dire que s'ils réussissent à passer au travers, c'est que l'atome est constitué majoritairement de vide, parce qu'ils n'ont pas été... s'ils rencontraient de la matière, ils auraient été renvoyés quelque part d'autre. Ça, c'est la première observation qu'il a pu faire. Maintenant, la deuxième, c'est que
puisque certains rayons ont été déviés, et que les rayons alpha sont des rayons normalement qui sont en mesure de passer au travers de la matière, ça veut dire que la matière qui était en opposition doit avoir une charge. C'est ça qui a réussi à faire pivoter les rayons. Donc, sachant que le rayon alpha est positif, puisque quand deux positifs se rencontrent, ils se repoussent, ça veut dire que les rayons alpha rencontrent des fois est positif. Ça, c'est la deuxième observation qu'il a pu faire. La troisième, c'est que puisqu'il n'y a qu'une vraiment une petite partie des rayons qui sont déviés, ça veut dire que la petite charge positive est extrêmement petite par rapport au reste de l'atome. Donc, il en établit que l'atome est formé d'électrons négatifs ayant une masse négligeable qui tourne autour d'un noyau très dense, petit et positif. Donc, il va ainsi établir les bases du proton, positif au centre d'un noyau dense, et des électrons qui gravitent autour. Rutherford décide de bombarder une feuille d'or. Ça, c'est le résumé de l'expérience. Rutherford décide de bombarder une feuille d'or de particules alpha. Les observations, donc la plupart des rayons alpha passent au travers de la feuille d'or sans souci, mais quelques rayons s'avèrent à être déviés. Les interprétations, l'atome est majoritairement constitué de vide et contient aussi des noyaux positifs denses et petits. La limite du modèle, ça c'est important, il ne permet pas d'expliquer pourquoi est-ce que les électrons chargés négativement ne s'écrasent pas sur le noyau chargé positivement. Parce que théoriquement, si vous avez un noyau positif et des électrons qui gravitent autour, comme on le sait bien, quand les charges positives, les charges positives et les charges négatives, quand elles sont mises en contact proches, elles s'attirent. Pourquoi est-ce que l'électron continue à tourner et ne s'écrase pas sur le noyau? Il n'était pas en mesure d'expliquer ça à cette époque-là. Il faudra encore attendre quelques années pour qu'un scientifique nommé Neil Bohr soit en mesure d'expliquer ce phénomène. Donc, Neil Bohr, lui, va ajouter une notion au modèle planétaire de Rutherford-Bohr. C'est pour ça que le modèle, par la suite, va s'appeler le modèle Rutherford-Bohr. Donc, il va découvrir l'existence des couches électroniques dans lesquelles circulent les électrons. Il faut savoir que les couches électroniques sont des niveaux d'énergie sur lesquels circulent les électrons en fonction de l'énergie qu'ils ont. Donc, plus un électron va être énergétique, plus il va monter en couche énergétique. Il va déjà trouver qu'il y a 7 niveaux d'énergie dans l'atome, donc 7 couches électroniques, 7 étant la plus énergétique. Chaque couche électronique correspond à un niveau d'énergie. Un électron peut slalomer entre les différents niveaux. Quand un électron absorbe une énergie extérieure conséquente, ce dernier peut s'élever de niveau. Une fois qu'il aura libéré cette énergie sous forme de lumière, il reviendra à son niveau normal. Donc, si on résume, quand un électron va être excité par une énergie extérieure tel un photon, ce dernier va grimper dans les couches électroniques. Donc, attendez, on va écrire noyau. On va dessiner une deuxième couche électronique et une troisième. Si ce dernier reçoit une énergie quelconque, ce dernier va s'exciter, donc il va devenir plus énergétique, il va monter dans les couches électroniques, puis par la suite, presque instantanément en fait, il va se désexciter en renvoyant sous forme d'une autre longueur d'onde de l'énergie et va revenir à son état d'origine. En gros. Donc Bohr, il a pu découvrir tout ça avec une expérience assez simple. Il a décidé de prendre de la lumière émise par l'hydrogène chauffé pour le faire traverser dans un prisme de verre transparent. Donc, comme tout à l'heure, voici un tableau des observations. Le spectre d'émission d'un élément est composé de bandes de couleurs distinctes, séparées les unes des autres. L'interprétation est que les électrons sont distribués autour du noyau selon leur niveau d'énergie et c'est déjà prédéterminé parce qu'on se rappelle que les longueurs d'onde, donc les différentes couleurs, ont toutes une longueur d'onde variant entre 400 nanomètres à 700 nanomètres à peu près, le mauve étant le plus énergétique et le rouge étant le moins énergétique. Ça dépend du niveau d'énergie qui a été absorbé par l'électron. Et en fonction de ce qu'il libère, ça va donner une différente couleur. Donc, un électron ne peut pas se trouver entre deux orbites aussi, c'est très important.
Ensuite, le spectre d'émission d'un élément est toujours le même, peu importe l'énergie fournie. Donc on interprète ça, les électrons de tous les atomes d'un même élément sont distribués selon le même niveau d'énergie. Et enfin, chaque élément possède son propre spectre de lumière. Donc on peut interpréter ça. Le spectre de lumière dépend du nombre d'électrons de chaque élément, parce qu'on se rappelle, chaque élément a un numéro atomique spécifique, et le numéro atomique qui sert à trouver le nombre d'électrons et de protons. Donc voici un petit résumé que vous pouvez faire pause à la vidéo pour le lire. Ça va bien plus dans les détails de l'expérience, mais c'est toujours bien comme rappel sur la lumière blanche. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais petite notion d'électricité, quand vous avez des charges positives qui sont ensemble ou même des charges négatives qui sont ensemble, puisque ces dernières se ressemblent, elles vont avoir tendance à se distancer. Elles vont prendre de la distance, ça s'appelle la répulsion. Oups. Elles vont avoir tendance à faire de la répulsion entre elles. Donc, comment est-ce qu'il est possible d'expliquer que, donc, selon la théorie de Rutherford, le noyau soit fait de protons, donc de petites boules positives, et que comment ce dernier fait pour rester ensemble sans se briser, et il n'était pas en mesure d'expliquer ça. Il va falloir attendre Monsieur Chadwick dans les années 1932, qui va être en mesure d'instaurer la notion de neutrons. Les neutrons sont des petites boules neutres ayant la plus grosse masse atomique dans l'atome. C'est le plus lourd de très peu. Puis, ils se situent dans le noyau. Ils sont neutres, comme je l'ai dit. On peut les trouver à l'aide de la formule A-Z, A étant la masse atomique de l'élément arrondite et Z étant le numéro atomique de l'élément en question. Petit mot de vocabulaire important, nucléon. Les nucléons désignent l'addition des protons et des neutrons. Juste pour vous schématiser le tout, prenons un noyau. Le noyau va être composé alors, selon Chadwick, de protons, éléments positifs, mais aussi de neutrons, éléments neutres. Ces neutrons vont permettre la cohésion. Cohésion est un mot de vocabulaire très important dans le cadre des neutrons. Va permettre la cohésion des protons dans le noyau. Va permettre la cohésion du noyau. Donc, ils agissent en quelque sorte comme la colle unissant les différents protons dans le noyau et permettant qu'ils restent stables et qu'ils ne se détruisent pas. Vous allez pouvoir voir plus tard dans l'année qu'un excès de neutrons va créer une instabilité chez l'atome. Donc, petite révision, petit rappel pour le tableau périodique. Quand vous avez une case atomique, comme celle-ci, donc le beryllium, vous avez la masse atomique. Des fois, elle va se situer plutôt en bas, mais bon, pour l'exemple, elle est en haut. C'est tout le temps là le nombre le plus élevé dans la case atomique. Quand on va vous demander la masse atomique, donc dans la formule A, il va falloir arrondir. Par exemple, ici, ça serait 9. Vous avez le numéro atomique. Oups. Donc c'est ça. Donc le numéro atomique ici, il n'est pas écrit, mais le numéro atomique correspond au nombre de protons ou d'électrons, parce qu'on se rappelle, pour qu'un atome soit neutre, il y a autant de protons que d'électrons. On a aussi le symbole chimique. Chaque élément a son symbole chimique. Ici, c'est le BE. Petit rappel que dans le tableau périodique, tous les éléments commencent par une lettre majuscule. Certains ont aussi 2 lettres, et quand ils ont 2 lettres, la deuxième lettre est toujours en minuscule. Et vous allez toujours avoir le nom. Ici, c'est beryllium. Aussi, si vous voulez, juste pour schématiser, voici un petit schéma de l'atome, si on veut, avec en vert les neutrons, en orange les protons, et en bleu les électrons. Voici donc une série de questions qui peut vous aider qui peut orienter votre étude. Donc je vous la conseille de la prendre en photo. Ça peut toujours être pratique pour vous aider. C'est tout. Merci beaucoup.